Elle m'a envoyé un texto, j'ai vendu ton matériel photo pour couvrir ma facture de carte de crédit. De toute façon, tu ne l'utilises jamais. Il s'agissait de matériel professionnel d'une valeur de 36 000 € que j'utilise pour mon entreprise. J'ai répondu, quel acheteur? Puis je l'ai récupéré, j'ai déposé une plainte pour vol et j'ai engagé des poursuites. Moi, un homme de 31 ans, suis photographe commercial indépendant. Je fais cela à plein temps depuis environ 6 ans maintenant. Avant que quiconque n'imagine un type avec un Canon Rebel en train de prendre des portraits de fin d'année dans un parc, non. Je photographie des campagnes de produits, des portraits d'entreprises pour des cabinets, et occasionnellement des publicités à petit budget. Il m'a fallu des années pour me constituer une clientèle et encore plus de temps pour accumuler le matériel. Mon kit principal, celui qui me rapporte réellement de l'argent, valait environ 36 000 € au moment de cette histoire, 2 boîtiers d'appareils photo professionnels, 5 objectifs, dont un 70 à 200 mm f2.8 qui, à lui seul, coûtait 2 400 €, des équipements d'éclairage de studio, des modificateurs, des déclencheurs, un jeu de cartes mémoire haut de gamme, et un moniteur calibré que j'utilise pour la retouche. Tout cela était rangé dans 3 valises Pélican dans le placard de la deuxième chambre que j'utilisais comme bureau et salle de montage. Je vous précise le montant en euros parce que c'est très important. Ma petite amie, Chloé, et moi étions ensemble depuis environ 1 an et demi. Elle a emménagé dans mon appartement vers le 9e mois. L'appartement était à moi, mon nom sur le bail, mes meubles, ma caution. Elle contribuait à hauteur de 570 € par mois pour le loyer, ce qui était juste puisque le loyer total était de 1 400 € et qu'elle emménageait dans un endroit déjà meublé. Elle travaillait comme directrice dans le commerce de détail pour un grand magasin et gagnait un salaire décent, aux alentours de 42 000 €, mais elle avait un problème de dépenses que je n'ai pas pleinement compris avant qu'elle ne vive déjà avec moi. Des sacs de créateurs, des achats massifs chez Sephora qui donnaient l'impression qu'elle approvisionnait un petit pays, des boîtes d'abonnement pour des choses dont j'ignorais même l'existence. Apparemment, les bougies ont des boîtes d'abonnement à plusieurs. J'ai remarqué le truc des cartes de crédit assez tôt. Elle avait 3 cartes, et elle faisait tourner les paiements entre elles comme une sorte de triste numéro de jonglage financier. J'ai abordé le sujet une fois, suggérant gentiment peut-être un tableur budgétaire ou l'une de ses applications de remboursement de dettes. Elle m'a dit que ses finances étaient son affaire et qu'elle n'avait pas besoin d'une leçon. J'ai laissé tomber. Son argent, son problème. C'était ma philosophie. Cette philosophie a très bien fonctionné jusqu'au moment où c'est devenu mon problème. Donc, il y a environ 2 mois, je suis parti pour une séance photo de 4 jours, un client d'entreprise, dans une autre région, un contrat décent. J'ai préparé mon kit de voyage à un boîtier, 2 objectifs, un éclairage portable et j'ai laissé le reste de mon matériel à la maison dans les valises Pélican, comme toujours. Le 2e jour de la séance, je reçois un texto d'elle. L'air de rien. Comme si elle m'annonçait qu'elle avait acheté du lait. Salut, ne sois pas fâché, mais j'ai vendu une partie de ton matériel photo pour couvrir ma facture Amex. De toute façon, tu n'utilises jamais la moitié, et ça prenait la poussière. J'en ai eu un bon prix. On pourra en parler quand tu rentreras. J'ai fixé ce message pendant probablement 3 minutes entières. Juste fixé. Mon second photographe l'a remarqué et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'avais besoin de 5 minutes. Je suis allé aux toilettes de l'hôtel et je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie, toute guillerette. Chérie, je savais que tu allais surréagir. Je lui ai demandé ce qu'elle avait vendu exactement. Elle a dit les grosses valises de matériel dans le placard. Je lui ai demandé d'être précise. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment tout s'appelait, mais les appareils photo et les gros objectifs et ces trucs de lumière. Mon estomac s'est noué. C'était la majeure partie de mon kit de studio, les 2 boîtiers de secours, 3 de mes meilleurs objectifs, tout mon équipement d'éclairage, mon moniteur calibré. Je lui ai demandé à qui elle l'avait vendu. Elle a dit à un type sur le Bon Coin. Elle l'avait posté le jour de mon départ, et le type était venu tout chercher le lendemain matin. J'ai demandé combien elle en avait tiré. Elle a dit 4 000 €. 4 000 € pour du matériel professionnel d'une valeur de 36 000 €. Du matériel que j'utilise pour gagner ma vie. Elle l'a vendu à un inconnu pour environ 11 centimes par euro parce qu'elle devait effectuer un paiement minimum sur une carte de crédit qu'elle avait maximisée en achetant des abonnements de bougies. Je n'ai pas crié.
Je suis même assez fier de ça. Ma voix est devenue très monocorde et très calme, ce qui, si vous me connaissiez, est en fait bien plus effrayant que des cris. J'ai dit, j'ai besoin du nom de l'acheteur, de son numéro de téléphone, et de l'annonce que tu as postée. Fais des captures d'écran de tout. Ne supprime rien. Je m'en occuperai à mon retour. Elle a immédiatement commencé à faire marche arrière. Chérie, ce ne sont que des choses. On peut les remplacer. Je te rembourserai. J'ai dit, tu ne me rembourseras pas parce que tu n'as pas 36 000 euros. Fais des captures d'écran de tout et envoie-les-moi. Maintenant. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, tu es vraiment agressif en ce moment, et je n'apprécie pas. J'ai raccroché. Elle a envoyé les captures d'écran 20 minutes plus tard, l'annonce sur le Bon Coin, les messages avec l'acheteur, son profil. Elle avait tout listé en un seul lot, matériel photo professionnel, à peine utilisé, besoin de m'en débarrasser au plus vite. Le « au plus vite » faisait une grande partie du travail. L'acheteur savait clairement qu'il faisait une affaire en or et avait sauté sur l'occasion immédiatement. Voici ce que j'ai fait au cours des 48 heures suivantes, tout en terminant la séance photo en pilote automatique. Premièrement, j'ai appelé ma compagnie d'assurance. J'ai une assurance pour le matériel professionnel, tout photographe qui travaille en a une. J'ai fait une déclaration et expliqué la situation. Ils m'ont dit que, comme le matériel avait été pris et vendu par quelqu'un ayant accès à mon domicile, cela serait traité comme un vol, et ils m'ont fortement recommandé de déposer une plainte auprès de la police pour appuyer la déclaration. Notez. Deuxièmement, j'ai contacté l'acheteur via le Bon Coin. J'ai été poli. J'ai expliqué que le matériel était une propriété volée, qu'il avait été vendu sans le consentement du propriétaire, et que j'allais déposer une plainte. Je lui ai dit que je voulais le lui racheter au prix qu'il avait payé et que j'apprécierais sa coopération, car l'alternative était que la police le récupère en tant que bien volé et qu'il ne reçoive rien. Il a été étonnamment compréhensif. Il a dit qu'il se doutait que l'affaire était trop belle pour être vraie. Nous avons convenu de nous rencontrer le jour de mon retour. Troisièmement, et c'est ce qui comptait le plus, j'ai appelé la ligne non urgente de la police de Lyon pour me renseigner sur la procédure de dépôt de plainte pour vol. L'agent à qui j'ai parlé m'a tout expliqué. Le détail clé, en France, le vol de biens de cette valeur est un délit grave. J'ai demandé quelle était la fourchette de peine possible. Il a dit jusqu'à plusieurs années de prison, bien que de manière réaliste, pour une première infraction, ce serait probablement beaucoup moins. Mais ce serait une accusation de délit. Un délit sur un casier judiciaire pour toujours. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je dois être honnête ici. J'avais la nausée, en fait. Mais j'avais aussi la nausée à l'idée qu'elle avait vendu les outils que j'utilisais pour me nourrir pour moins que le prix d'une Clio d'occasion, puis qu'elle m'en avait parlé par texto comme si elle avait donné de vieux vêtements à Emmaüs. J'ai terminé la séance photo, je suis rentré chez moi en voiture, je suis allé directement chez l'acheteur et j'ai tout racheté pour 4 000 € en espèces. Il avait tout gardé dans les valises, il n'avait même pas ouvert la plupart d'entre elles. J'ai vérifié chaque pièce. Tout était là et en bon état. Je lui ai serré la main et l'ai remercié. Puis je suis rentré chez moi. Elle était assise sur le canapé avec une énergie nerveuse, comme si elle avait répété un discours. Elle a commencé par « Avant que tu ne dises quoi que ce soit ». J'ai levé la main. J'ai récupéré le matériel. Je dépose une plainte à la police demain matin. J'ai besoin que tu déménages. Le discours qu'elle avait répété s'est évaporé. Elle m'a dévisagé. Une plainte? Tu es sérieux, là? Pour quelques appareils photo? Pour du matériel d'une valeur de 36 000 € que tu as volé et vendu sans ma connaissance ni mon consentement. Oui. Je ne l'ai pas volé. J'habite ici. C'était dans notre placard. C'est mon placard, dans mon appartement, et c'est mon matériel que j'ai acheté avec des reçus documentés sur 6 ans. Rien de tout cela n'est à toi. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que je détruisais sa vie pour une erreur. Elle a dit qu'elle me rembourserait. Elle a dit qu'elle était sous pression financière et ne réfléchissait pas clairement. Elle a dit que je choisissais des choses plutôt que notre relation. Je lui ai dit que la relation était terminée quoi qu'il arrive. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la semaine pour déménager ses affaires. Et je lui ai dit que je déposerais la plainte le lendemain matin, qu'elle soit là ou non. Elle m'a traité de tous les noms.
Puis elle a appelé sa mère. Yole, les niveaux d'audace dans cette situation ont dépassé tout ce que je croyais possible. Laissez-moi vous mettre au courant. Donc, le matin après notre confrontation, je suis allé au poste de police et j'ai déposé la plainte. J'ai tout apporté, les reçus d'achat pour chaque pièce d'équipement, la police d'assurance, les captures d'écran de son annonce sur le Bon Coin, les messages avec l'acheteur, le texto qu'elle m'a envoyé avouant nonchalamment qu'elle l'avait vendu. Et une déclaration écrite de l'acheteur confirmant la transaction. L'agent qui prenait la plainte a marqué une pause en voyant la valeur totale. Il a dit, et je cite, « Elle a vendu pour 36 000 € de matériel pour 4 000 ?» J'ai dit, oui. Il a juste secoué lentement la tête et a continué à taper. Un détective a été assigné à l'affaire en 2 jours. Il m'a appelé pour revoir les détails. Il était super professionnel et a posé des questions approfondies. Il a demandé si mon ex-petite amie avait un quelconque droit sur le matériel, une raison de croire que c'était une propriété partagée. J'ai dit non. Il a demandé si elle avait une autorisation préalable pour vendre mes biens. J'ai dit absolument pas. Il a dit que l'affaire était assez simple, ne serait-ce que grâce à l'aveu par texto. Maintenant, c'est là que la parade de l'arrogance a vraiment commencé. Elle n'a pas déménagé à la fin de la semaine. Elle ne l'a tout simplement pas fait. Quand je suis rentré vendredi soir, elle était toujours là, assise dans le salon à manger des sushis à emporter et à regarder Netflix sur ma télévision comme si de rien n'était. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a dit, j'ai parlé à ma mère, et elle a dit que tu ne peux pas simplement me mettre dehors. J'ai des droits de locataire. Et le truc, c'est qu'elle avait techniquement raison. Même si elle n'était pas sur le bail, elle vivait là depuis assez longtemps pour y établir sa résidence. Je ne pouvais pas simplement changer les serrures. J'avais déjà vérifié. Je devais passer par une procédure d'expulsion formelle, qui en France prend un minimum de 30 jours après un préavis écrit. Donc, je lui ai remis un préavis écrit de 30 jours pour quitter les lieux imprimé, daté, signé. Elle s'est moquée de moi. Elle a vraiment ri. Elle a dit, « Tu me remets des papiers. Tu es avocat maintenant ?» Puis elle en a pris une photo et l'a envoyée à son groupe de discussion. Je le sais parce que j'ai entendu son téléphone exploser de réponses pendant l'heure qui a suivi. Au cours des jours suivants, son comportement a changé. Elle est passée de l'excuse à l'arrogance totale. C'était comme voir la personnalité de quelqu'un se recalibrer en temps réel. Quelques exemples. Elle a commencé à manger ma nourriture. Pas seulement les courses partagées mais mes repas préparés. J'ouvrais le frigo, et des contenants entiers de poulet et de riz que j'avais préparés pour la semaine avaient disparu. Quand je l'ai confrontée, elle a dit, « Je suis sous pression financière à cause de ta plainte à la police. Le moins que tu puisses faire, c'est de me nourrir. » Elle a invité sa mère sans me le dire. Je suis rentré après avoir travaillé dans un café pour trouver sa mère assise au comptoir de ma cuisine, les bras croisés, m'attendant comme un boss de fin de niveau. Sa mère s'est lancée dans un monologue sur le fait que je criminalisais un différend domestique et ruinais l'avenir d'une jeune femme pour des objets remplaçables. Je lui ai dit que les objets avaient été récupérés et que le problème était le vol lui-même. Sa mère a dit, « Ce n'est pas du vol si vous êtes en couple. C'est un désaccord sur les ressources partagées. » Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça que la loi fonctionnait. Elle m'a traité de vindicatif. Puis sa mère a sorti ce que je ne peux décrire que comme une tentative de négociation. Elle a offert de me faire un chèque personnel de 4 000 €, le montant que mon ex avait obtenu pour le matériel si je retirais la plainte. J'ai expliqué qu'une fois la plainte déposée, je ne peux pas simplement retirer une enquête pour délit. Ça ne marche pas comme ça. C'est le procureur qui décide d'engager ou non des poursuites. Sa mère ne m'a pas cru. Elle pensait que je mentais pour éviter d'accepter l'accord. Elle a dit, « Tout le monde sait qu'on peut retirer une plainte si on le veut. » Je lui ai dit qu'elle était libre d'appeler le service de police et de leur demander elle-même. Elle ne l'a pas fait. Le 12e jour, le détective a convoqué mon ex pour un interrogatoire. Je n'étais pas là, évidemment, mais le détective m'a recontacté après. Il a dit qu'il lui avait expliqué les charges auxquelles elle faisait face, un délit grave, peine potentielle de plusieurs années, casier judiciaire obligatoire. Il a dit qu'elle était devenue très émotive et que son attitude avait considérablement changé quand elle a réalisé que ce n'était pas une affaire civile. Sa mère m'a appelé ce soir-là. Le ton était différent cette fois, très différent.
Elle ne me faisait plus la morale, elle suppliait. Elle a dit que sa fille avait fait une terrible erreur, et qu'un délit la suivrait pour toujours. Elle a demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Je lui ai répété que la décision n'était plus entre mes mains. Le bureau du procureur examinerait l'affaire et déciderait. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a véritablement laissé bouche bée. Elle a dit, eh bien, si tu n'avais pas laissé tes affaires traîner là où elles pouvaient y accéder, cela ne serait jamais arrivé. Mes affaires traînant dans mon propre placard, dans mon propre appartement. J'ai dit à sa mère que cette conversation était terminée et que toute communication future devrait passer par le détective. Elle a raccroché. 3 jours après l'interrogatoire du détective, j'ai reçu une surprise. Mon ex était allé à l'aide juridictionnelle et avait demandé une ordonnance de protection contre moi. Le motif, abus émotionnel et contrôle coercitif, via la plainte à la police et l'avis d'expulsion. Elle soutenait que j'utilisais le système judiciaire pour la harceler et la contrôler. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu les documents. C'est la partie dont on ne vous parle pas, les gars. Quand quelqu'un dépose une de ces demandes, elle est prise au sérieux par défaut. L'audience était fixée à 2 semaines plus tard. Entre-temps, l'ordonnance n'a pas été accordée. Le juge a examiné la demande initiale et a rejeté l'ordonnance d'urgence temporaire car il n'y avait aucune allégation de violence physique ou de menace imminente. Mais l'audience avait toujours lieu. J'ai immédiatement appelé un avocat. Cela m'a coûté une provision de 3 500 € juste pour passer la porte. Ça a fait mal. Mais je lui ai tout apporté, tout le dossier papier. Il l'a examiné en environ 20 minutes et a dit, ça va être rejeté, mais vous devez vous présenter, et vous avez besoin de ma présence. Donc, oui, je dépensais maintenant de l'argent pour un avocat parce que mon ex avait volé mes biens, s'était fait prendre, et avait décidé que la meilleure défense était de prétendre que je la maltraitais en signalant le crime. Le calcul de tout cela commençait à me rendre furieux. Mais voici ce qui m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit, le détective m'a dit, de manière officieuse, que le procureur allait très probablement engager des poursuites. Les preuves étaient accablantes. Elle m'avait littéralement envoyé un aveu par texto. L'annonce sur le Bon Coin était à son nom. L'acheteur avait fait une déclaration. Mes reçus d'équipement et ma documentation d'assurance étaient en béton. Il a dit que la demande d'ordonnance de protection ne jouait en fait pas en sa faveur car elle paraissait être une mesure de représailles. Son niveau d'arrogance était stratosphérique, mais le système judiciaire était sur le point de faire son travail. Ceci est la dernière mise à jour. Ce fut une sacrée aventure, et je dois cesser d'en parler publiquement pour des raisons juridiques que mon avocat m'a fortement recommandé de respecter. Mais je vous dois une conclusion. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu en premier. Mon avocat est arrivé avec un dossier qui faisait, sans exagération, environ 5 cm d'épaisseur, une chronologie imprimée, chaque texto, chaque capture d'écran, la plainte à la police, les notes du détective, mon bail montrant que j'étais le seul locataire, les reçus pour le matériel. Son annonce sur le Bon Coin, la déclaration de l'acheteur, et le virement Lydia de 4 000 € que sa mère a essayé de m'envoyer comme règlement, après le dépôt de la plainte, ce que mon avocat a souligné pouvait être interprété comme une conscience de sa culpabilité. Attendez, je n'ai pas mentionné le Lydia. Oui. Après l'appel téléphonique où j'ai dit à sa mère d'arrêter de me contacter, sa mère m'a envoyé 4 000 € sur mon Lydia avec la note « Restitution complète pour le malentendu ». J'ai refusé immédiatement sur les conseils de mon avocat. Il a dit qu'accepter de l'argent pourrait compliquer l'affaire pénale, vu le fait que cela existe avec cette note était utile. L'avocate de l'aide juridictionnelle de mon ex a soutenu que la plainte et l'expulsion faisaient partie d'un schéma de contrôle coercitif. Mon avocat a présenté le véritable schéma, elle a volé des biens, les a vendus, l'a admis par texto, puis a déposé la demande d'ordonnance de protection 12 jours après qu'un détective l'ait informé qu'elle faisait face à un délit. La chronologie des faits parlait d'elle-même. Le juge a rejeté l'ordonnance de protection. Pas seulement refusé, rejeté. Il a fait un commentaire depuis son siège que je me souviendrai très longtemps. Il a dit, le tribunal prend les ordonnances de protection extrêmement au sérieux, et en déposer une comme réponse tactique à des procédures judiciaires légitimes sape le système pour les personnes qui ont réellement besoin de protection. Il ne l'a pas sanctionné, mais le ton a clairement montré qu'il y avait pensé. Mon ex était assise de l'autre côté de la salle d'audience. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Sa mère était dans le public, pleurant silencieusement. Je ne me sentais pas triomphant.
Je me sentais fatigué. Maintenant, l'affaire pénale. Le procureur a engagé des poursuites, un chef d'accusation, vol. Mon avocat m'a expliqué ce qui allait probablement se passer. Le procureur proposerait un plaidoyer de culpabilité négocié bien avant d'aller au procès, car les preuves étaient si claires et les procès sont coûteux. Il avait raison. Environ une semaine après le rejet de l'ordonnance de protection, l'avocat commis d'office de mon ex a contacté mon avocat pour demander si je serais disposé à fournir une déclaration de la victime sur les conséquences du crime en faveur de la clémence. Mon avocat m'a demandé ce que je voulais faire. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. C'est la partie où je dois être honnête avec vous tous. Une condamnation pour délit ruinerait sa vie. Sur le plan professionnel, pour le logement, tout. Elle ne pourrait pas travailler dans la gestion de vente au détail, la plupart des entreprises effectuent des vérifications d'antécédents. Elle aurait du mal à louer des appartements. Cela la suivrait pendant des années, peut-être pour toujours, selon les lois sur l'effacement du casier judiciaire. Et malgré tout le vol, l'arrogance, le coût de l'ordonnance de protection, la folie de sa mère, elle restait quelqu'un avec qui j'avais partagé 1 an et demi de ma vie, quelqu'un pour qui j'avais eu des sentiments. Mais ensuite, j'ai pensé à ce qu'elle avait réellement fait. Elle n'a pas fait une erreur. Elle a attendu que je sois hors de la ville. Elle a mis le matériel en vente le jour même de mon départ. Elle avait trouvé un acheteur en quelques heures. Elle a négocié un prix. Elle a laissé un étranger entrer dans mon appartement pour emporter mes biens. Elle a encaissé le paiement, puis elle m'a envoyé un texto à ce sujet comme si elle avait réarrangé les meubles. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Et quand elle s'est fait prendre, elle n'a pas assumé ses responsabilités. Elle a invoqué ses droits de locataire. Elle a mangé ma nourriture. Elle a envoyé sa mère négocier. Elle a déposé une ordonnance de protection en représailles, essayant de me faire passer pour l'agresseur. À chaque étape, elle a choisi l'escalade plutôt que la responsabilité. J'ai dit à mon avocat que je ne fournirais pas de déclaration en faveur de la clémence. Je ne fournirai aucune déclaration du tout. Je laisserai le système judiciaire faire ce que le système judiciaire fait. Le plaidoyer négocié est arrivé environ une semaine plus tard. Son avocat commis d'office l'a négocié à la baisse. Elle a plaidé coupable à une accusation réduite de vol. Sa peine réelle, 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, restitution obligatoire de 4 000 €, le montant qu'elle a reçu de la vente, puisque j'avais déjà récupéré le matériel, 200 heures de travaux d'intérêt général, et un délit sur son casier judiciaire. Un délit sur son casier. Elle pourrait potentiellement demander l'effacement après avoir terminé sa mise à l'épreuve. Mon avocat a dit que c'était typique pour les premières infractions, mais d'ici là, et peut-être après, selon le juge, c'est là. Sa mère m'a envoyé un dernier message après la condamnation. Ce n'était pas de la colère cette fois. C'était juste triste. Elle a dit, « J'espère que ça en valait la peine pour toi. Tu as pris son avenir. » Je n'ai pas répondu, mais je dirai ici ce que je lui aurais dit si j'étais une personne moins prudente, je n'ai rien pris. Sa fille a pris quelque chose, puis elle a passé 6 semaines à s'entêter et à s'enfoncer encore plus au lieu de dire, ne serait-ce qu'une fois, j'ai eu tort, je suis désolé, et j'accepterai les conséquences. C'est tout. C'est ce qui me tue dans toute cette histoire. À n'importe quel moment. N'importe quel moment. Si elle avait montré une responsabilité sincère, j'aurais peut-être géré les choses différemment. Si elle avait dit, j'ai tout gâché. C'est indéfendable. Que puis-je faire pour arranger les choses, lors de ce tout premier appel téléphonique, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais déposé la plainte. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne le saurai jamais car elle ne m'a jamais donné cette option. À la place, elle m'a servi des arguments sur les droits des locataires, les négociations de sa mère poule, le coût de l'ordonnance de protection, et un flot incessant de « c'est ta faute d'avoir laissé tes affaires là où je pouvais les trouver ». Pour ceux qui se posent des questions sur les suites pratiques, le préavis d'expulsion de 30 jours a expiré pendant le traitement de l'affaire pénale. Elle a déménagé le 28e jour, a pris ses affaires et a laissé sa clé sur le comptoir. Elle n'a rien endommagé, ce qui m'a honnêtement surpris. Sa mère est venue avec un minivan, et elles sont parties en environ 3 heures. J'ai changé les serrures ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé dans mon appartement silencieux avec tout mon matériel de retour dans le placard où il doit être, et je suis resté assis là un moment. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas triste,
exactement. Je sentais juste le poids de tout cela. Mon ami est passé ce soir-là avec un pack de 6 bières, nous avons regardé du basket, il ne m'a posé aucune question à ce sujet, et j'en étais reconnaissant. J'ai une séance photo de produit la semaine prochaine pour une marque de soins de la peau. Un contrat décent. Ma déclaration d'assurance a été retirée puisque j'ai récupéré le matériel, donc mes primes n'ont pas augmenté. La facture de mon avocat s'est élevée à un peu moins de 6 000 € au final. C'est de l'argent que je ne reverrai jamais, et ça me fait grincer des dents d'y penser. Mais je travaille. Mon matériel est intact. Mon casier est vierge. Les 4 000 € de restitution arriveront en versement mensuel dans le cadre de sa mise à l'épreuve. Je recevrai probablement environ 115 € par mois pendant les 3 prochaines années. Je ne l'ai pas demandé, le tribunal l'a ordonné. Je les prendrai. Ça ne couvrira pas l'avocat, mais ça couvrira quelque chose. Je ne regarde pas ces réseaux sociaux. Je ne demande pas à nos amis communs de ces nouvelles. J'ai supprimé nos vieilles photos la semaine dernière. Pas de manière dramatique ou cérémoniale. Juste assis sur le canapé un mardi soir, en train de libérer de l'espace sur mon téléphone. Ça a pris environ 4 minutes. Quelques personnes m'ont demandé si je me sentais coupable. J'y ai réfléchi, honnêtement. La réponse est que je me sens coupable de ne pas me sentir coupable, si cela a un sens. Jean, je sais qu'une partie de moi devrait probablement se sentir plus mal à propos du délit. Elle a 28 ans avec un casier judiciaire pour délit, et ça va être une ombre sur sa vie pendant longtemps. Mais chaque fois que je commence à me sentir mal, je l'imagine laissant un étranger entrer dans mon appartement pour emporter le matériel que j'ai mis 6 ans à construire pendant que j'étais à plusieurs centaines de kilomètres, en lui faisant confiance. Et alors, je ne me sens plus si mal. Dernière chose, on m'a demandé ce que je ferais différemment. Honnêtement, j'aurais installé une caméra dans mon bureau. Non pas parce que je m'attendais à cela, mais parce que je suis photographe et que je possède des caméras, et cela aurait rendu l'affaire encore plus solide. Mais je n'aurais jamais pensé, en 1 million d'années, que j'aurais besoin de protéger mes biens de la personne qui dormait à côté de moi. Leçon retenue. Je suppose que c'est tout. Merci d'avoir lu tout cela. Je désactive les notifications sur ce compte maintenant. Allez protéger vos affaires, les gens. Sérieusement.